Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi ma conf. Donc du coup, le titre c'est Observabilité impliquant les développeurs dès les premiers commits. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Aymeric Lalo, je suis lead software engineer. Je viens du nord de la France, je viens de Lille, donc du coup ça fait à peu près 8 ans que je fais ce métier et je fais partie de la boîte d'une ESN qui s'appelle Unop, que vous pouvez retrouver aussi à Bordeaux. Si vous avez des questions sur la boîte, n'hésitez pas, je pourrais vous renseigner. Vous pouvez aussi retrouver mes contacts, je vais les remettre en fin de présentation. Alors, moi je me suis présenté. Alors, j'ai plus l'habitude de faire des confs un peu plus tech. Du coup, je remercie aussi Bordeaux Agile de nous faire confiance pour amener un peu de la tech dans cet événement-là. On ne va pas pouvoir chacun se présenter. Je vais juste vous poser quelques questions pour savoir à qui je parle. Alors, qui a plus un profil fonctionnel? Vous pouvez lever la main. D'accord. Fonctionnel, ça dépend. Est-ce que vous êtes chef de projet, PO, testeur, voilà. Et qui a plus un profil dev, du coup? Le reste. Ah, d'accord, c'est une belle surprise. Il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils sont. Non, du coup, je vais découper ce talk en 4 points. Du coup, qu'est-ce que l'observabilité? Donc faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est l'observabilité. Dans un deuxième temps, la mise en place dès le premier commit. Le troisième point, faire notre premier commit ensemble. Et dans un quatrième point, voir en fait qu'est-ce qui se passe après le commit. Alors, qu'est-ce que c'est l'observabilité? Alors, généralement, quand on va parler d'observabilité, il y a 2 mots qui vont nous venir à l'esprit, c'est monitoring et observabilité. Qu'est-ce que la différence entre les deux? En fait, le monitoring, c'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre assez souvent. Hein. Quand on va à l'hôpital, on dit on va faire un monitoring, et ça, c'est un langage courant. Donc, le monitoring, c'est une surveillance continue des systèmes pour détecter des problèmes de performance ou de disponibilité. Tandis qu'en fait, l'observabilité, ça va être une capacité à comprendre l'état interne d'un système à partir de ses sorties, donc les logs, les métriques et les traces. Alors, c'est vrai que l'observabilité inclut le monitoring, mais va bien au-delà. Alors, c'est vrai que c'est pas assez, sur les définitions, ça peut être un peu flou, donc du coup, je vous ai préparé un petit exemple. Du coup, les paiements sur mon site internet, ils échouent. Alors, avec le monitoring, je vais juste pouvoir dire que j'ai une augmentation des erreurs 500 détectées dans le service de paiement. Et avec l'observabilité, je vais voir que le problème vient de l'API externe de paiement qui répond avec un timeout. Dans tous les cas, ce qu'on veut dans le monitoring et dans l'observabilité, c'est de passer d'une approche réactive, donc attendre qu'un utilisateur se plaigne, à une approche proactive, donc résoudre le bug avant qu'il n'affecte les utilisateurs. Parce que déjà, l'approche proactive, on instaure une relation de confiance, on ressent qu'on connaît notre sujet, et aussi ça fait des économies de sous, hein, faut se le dire aussi. Alors quand on va parler d'observabilité, dans la définition de l'observabilité, généralement on va parler des 3 piliers de l'observabilité qui sont les métriques. Hein. Donc du coup c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, hein, c'est une mesure quantitative qui va permettre de suivre la performance. Hein. Donc ce qu'on entend souvent, c'est les temps de réponse, les taux d'erreur, le CPU, la mémoire. Mais aussi, on va voir les logs. Donc les logs, ça aussi, on a l'habitude d'entendre. Hein, c'est des enregistrements détaillés d'événements, d'actions dans le système qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de contexte. Et aussi, on va voir les traces qui vont être le parcours le parcours d'une requête à travers différents services. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc on va avoir une requête API qui va appeler mon service e-commerce. Moi, je vais par exemple appeler mes produits, qui va peut-être appeler des stocks ou des recommandations. Et donc du coup, grâce à ces traces, on va pouvoir suivre le parcours, tout le parcours de la requête tout au long de son processus. Ça va résoudre un peu le problème du développeur qui dit comment reproduire ce bug. Vous allez avoir le bug, vous allez pouvoir identifier sa trace, et donc du coup, grâce à cette trace, vous allez pouvoir identifier tout le parcours de l'utilisateur au sein de vos services. Alors, on a ces 3 piliers, mais ces 3 piliers l'un sans l'autre, ça ne sert à rien. Ces 3 piliers sont complémentaires. Donc vous avez les métriques qui vont plutôt vous répondre à la question « quoi ?».
les traces à la question comment et les logs pourquoi. Alors je vais reprendre mon petit exemple fétiche. Les exemples, les paiements sur mon site internet, ils échouent. Donc du coup, les métriques vont dire que les temps de réponse de mon API augmentent. Les traces vont me dire que les requêtes sont bloquées au service de paiement. Et les logs, je vais pouvoir voir précisément l'erreur qui est une erreur timeout sur l'API de paiement. Et donc du coup, le problème, c'est parfait, le problème n'est pas chez moi, il est chez le fournisseur de paiement. Alors quand on va parler d'observabilité, alors là on a vu toute la partie technique, mais généralement on va parler aussi de service level métrique, donc les SLM. Alors ce terme-là vous paraît peut-être pas, mais en fait on va avoir dans les SLM les SLI, donc en fait les indicateurs de performance. Donc du coup ça va être la mesure réelle d'une métrique spécifique, le taux de disponibilité, la latence ou le taux d'erreur. Et à ça on va venir y associer un objectif. Donc ça va être la cible de performance que le service doit atteindre. Alors il y en a un troisième qu'on parle, c'est les SLA. Alors ça c'est contractuellement, c'est avec quoi par exemple si quelqu'un veut s'abonner à notre service d'API, c'est sur quoi on va s'engager de service de disponibilité. Alors ça généralement ça ne nous regarde pas et c'est décidé au-dessus. Alors du coup là je vous ai mis un exemple de SLI associé à des SLO. Donc c'est ce qu'on va retrouver globalement à peu près dans tous nos projets. Alors, ça dépend du secteur. Sur des secteurs bancaires et médicaux, on va demander un peu plus de disponibilité ou on va demander des objectifs un peu plus poussés. Donc, par exemple, sur la disponibilité, on va demander 99% de taux de disponibilité sur un mois. La latence, un exemple, par exemple, 95% des requêtes en dessous de 200 millisecondes. Et sur les taux d'erreur, par exemple, moins de 0,5% d'erreur sur les erreurs HTTP 500. Alors, ces objectifs, bien souvent, ce n'est pas nous qui les définissons. Ça arrive du dessus, c'est des objectifs qui nous redescendent. Il faut bien comprendre que ces objectifs, des fois, ils sont difficiles à atteindre. Par exemple, on doit appeler une API, cette fameuse API Legacy, qui a un temps de réponse incompressible. Du coup, si elle met une seconde à répondre et qu'on doit attendre sa réponse pour répondre, nous, on va avoir du mal à répondre à ça. Alors, ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il faut nos objectifs en tant que dev, c'est avoir des valeurs réalistes mais ambitieuses. C'est-à-dire que si le service met une seconde à me répondre, il ne faut pas dire que je change mon time to live de mon API et que je le passe à 3 secondes. Il faut essayer de réfléchir à comment je peux diminuer ce temps de réponse, quelle solution je peux mettre en place, est-ce que je peux mettre en place du cache ou autre. Il ne faut surtout pas oublier que quand on dev pour des personnes, pour des services, et que on sait très bien que si une API met 3 secondes à répondre, notre service, on va avoir une sacrée réputation dans les bureaux. Alors, tout à l'heure, je parle d'observabilité, et donc du coup, bien souvent, on va dire, quand on est dans des projets, on va nous dire, l'observabilité, oui, il faut répondre à ces objectifs-là. Alors, j'associe souvent l'observabilité, je lui dis souvent son cousin, c'est les tests. Si pour les tests, on nous dit qu'il faut une couverture de 80% et qu'on se dit mon objectif c'est 80% et qu'on met plein de tests qui ne servent à rien ou qui ne testent pas les choses, ça va servir à rien. Et c'est pareil pour l'observabilité. Si vous mettez en place de l'observabilité mais que vous n'en servez pas, ça ne servira à rien et les objectifs ne seront pas atteints. Et vous n'allez pas être convaincu des bienfaits de cette observabilité. Alors, maintenant, on a vu un peu les grandes notions de l'observabilité. Donc, du coup, maintenant, on va voir la mise en place dès le premier commit. Donc, je vais les découper en 2 points. Donc, le premier point qui va être plutôt orienté pourquoi et le deuxième point orienté comment. Alors, pourquoi dès le premier commit? Alors, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont dû dire « Ah ouais, dès premier commit, on ne peut pas faire ça ». Le premier commit, c'était pour le titre. Et on veut surtout parler d'une approche shift left, donc c'est-à-dire dès l'initialisation du projet. Donc alors, on peut se dire dans les 10 premiers commits, on peut se fixer l'objectif, mais dès le début du projet, alors pourquoi? Alors du coup, c'est pour tout d'abord construire une culture de l'observabilité dès le début de votre projet. En donnant une expertise transverse dans les équipes. Alors, par cette phrase, je veux sous-entendre l'observabilité n'est pas réservée aux ops.
hein, on a souvent, ça ressemble pareil, et en fait on se dit, bah, en fait l'observabilité ça les concerne. Bien souvent c'est qu'ils nous disent, bah oui, il y a un problème d'observabilité, mais l'observabilité ça concerne tout le monde. La responsabilité des développeurs sur la qualité de leurs services et de leurs applications, hein, c'est-à-dire que quand tu vas mettre une feature en prod, il faut t'assurer que ça a marché, et c'est pas parce que tu as fini ta pull request que ton travail est fini. Ça va permettre aussi la mise en place de standards et de cohérence dès le début. Vous allez mettre les fondations de votre observabilité. Alors, quand vous commencez un projet, bien souvent, on va parler des conventions de nommage, des conventions de classe. Bien souvent, elles sont globales, mais les fondations de votre observabilité, on n'en parle pas souvent. Alors, vous allez pouvoir mettre une convention de nommage et structure de log. Alors, bien souvent, j'ai quelques projets derrière moi. Vous allez avoir deux types de développeurs concernant les logs dans votre projet. Celui qui va mettre full log, qui va tout loguer, et celui qui ne va rien mettre du tout. Alors du coup, quand au démarrage du projet, vous allez pouvoir dire, attends, qu'est-ce qui est pertinent de loguer, qu'est-ce qui n'est pas pertinent de loguer, qu'est-ce que je vais pouvoir loguer automatiquement. Par exemple, je pourrais loguer automatiquement mes erreurs HTTP sans devoir rajouter dans chaque appel HTTP cette logique de log. Et vous allez aussi pouvoir avoir un feedback immédiat dès votre première feature. Alors, vous allez pouvoir voir les détections silencieuses. On a tous l'exemple du dev qui teste sur 10 éléments, qui lit un fichier de 10 éléments et qui l'importe en base de données. Ça fonctionne bien sur son poste. Par contre, dès qu'on passe en prod sur des fichiers assez volumineux, on a des pertes de mémoire, ça ne marche plus ou ça met trop de temps à répondre. Donc, du coup, ces détections, ces régressions silencieuses que vous n'allez pas pouvoir détecter dans les tests, vous allez pouvoir les voir grâce à votre observabilité. Vous allez pouvoir avoir une vérification immédiate des résultats et optimisation. Hein. Donc, on a le cas aussi, votre feature, elle part en prod, vous dites « Ah, par contre, elle met trop de temps à répondre » ou voilà. Vous n'avez pas de mesure réelle. Vous ne savez pas combien de temps vous prenez votre requête avant. Et bien souvent, il y a le dev qui vous dit « Attends, je veux mettre du cache, je veux optimiser, machin chose. » Mais en fait, de où il est parti, d'où il est arrivé, ça, on n'arrive pas à le quantifier. Et donc, du coup, pouvoir avoir un feedback avec des résultats précis, ça permet directement de justifier son travail et aussi potentiellement de l'expliquer aux autres développeurs. Et une meilleure connaissance de son application. Alors quand on commence son application, quand on commence son projet, bien souvent, on ne connaît pas ses utilisateurs. Alors on les connaît en termes de process et tout, mais on ne connaît pas le nombre qu'il y a. J'ai eu l'exemple, alors du coup, moi j'ai travaillé dans les grands noms du nord de la France, donc principalement retail. On va voir une nouvelle API, on lui dit, écoute, on va t'appeler maintenant, et il va nous dire, et il nous dit, mais la première question qu'il va nous poser, c'est combien de fois vous allez nous appeler? Alors là, combien de fois? Alors on dit, à peu près, sur notre application, on a 1000 personnes actives. Mais 1000 personnes actives, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir lui dire, des fois, on varie entre des pics de 1000 requêtes à la seconde, ou des fois, on n'en a que 200. Et donc, du coup, avec l'observabilité, vous allez pouvoir lui dire, attention, moi, je sais que je oscille entre autant de requêtes et autant de requêtes par minute. Alors, là, du coup, on a vu pourquoi, et dans un deuxième temps, on va voir comment. Donc, du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 piliers, donc il va falloir configurer ces 3 piliers. Et donc, du coup, il va falloir choisir des outils. Alors là, je vous ai mis la liste des outils. Alors, pour rappeler, parce que bien souvent, on entend oui, attends, tu mets un Prometheus avec un Zipkin et un Grafana. Et en fait, on entend, si on n'a jamais mis en place de l'observabilité, on a l'impression que tous les outils vont être miraculeux et qui vont servir à tout. Non, en fait, chaque outil permet des choses précises. Donc, du coup, vous allez avoir des outils pour les métriques, pour les logs et pour les traces. Donc du coup, vous allez récolter ces informations, donc vous allez aller chercher de la data, et donc du coup, il va falloir aussi l'exploiter. Et donc du coup, là, vous allez avoir des dashboards qui vont être comme Grafana, Kibana et Datadog. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y en a qui font un peu tout. Par exemple, Datadog vous permet aussi de collecter, mais aussi d'avoir un dashboard. Du coup, là, je vous ai mis une liste exhaustive de ce qu'il y a sur le marché, mais il manque un acteur majeur qu'on entend tous parler en ce moment, qui est OpenTelemetry. Donc, du coup, OpenTelemetry, bien souvent, j'ai mis en acronyme parce que je risque de le dire, on va parler de OTEM. Du coup, qu'est-ce que OpenTelemetry?
Alors c'est une solution open source qui permet une collecte unifiée de traces, de métriques et de logs. Donc c'est-à-dire qu'avec un seul SDK, donc du coup c'est le deuxième, avec un seul SDK, vous allez pouvoir extraire toutes vos données, toutes vos métriques, tous vos logs, toutes vos traces, et les exporter dans les outils qui vont bien. Donc du coup, vous allez pouvoir choisir les différents outils que je vous ai montrés tout à l'heure. Et l'avantage, c'est qu'il possède un SDK, et donc du coup, vous avez un seul SDK dans votre application. Donc du coup, alors il va falloir choisir en fonction du langage de programmation, mais vous allez avoir un seul SDK qui va vous permettre de faire tout ça. Et donc du coup, au lieu de dire, en fait, j'installe du Prometheus avec des solutions de log. Alors du coup, c'est bien beau, mais en fait, je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait, mais comment ça se retrouve, quelle architecture ça en découle. Du coup, je vais avoir mon application avec un service A, un service B, qui dedans va contenir le SDK OpenTelemetry, qui va envoyer un OpenTelemetry Collector, qui lui-même va se charger d'envoyer, en fonction des configurations que j'aurai faites, de choisir dans les différents backends. Et ces backends vont pouvoir être exploités par un outil de visualisation. Alors, du coup, là, on a configuré nos outils, mais tout à l'heure, j'ai parlé des logs, et donc du coup, on va revenir. En fait, dès que vous allez mettre en place votre projet, il va falloir mettre en place des logs structurés. Alors, on va être sur un format JSON, du coup, c'est Datadog, hein, donc du coup, c'est un format JSON pour faciliter la recherche et le filtrage, hein, ça évite les regex, parce que quand vous mettez des chaînes de caractères, il va falloir faire des regex de malade. Ça va permettre aussi vous allez pouvoir rajouter des propriétés vraiment précises, donc ça va aussi permettre de vraiment donner du contexte à votre log plutôt qu'un long message. Donc du coup, dans le format JSON, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des attributs standards, hein, donc le timestamp, le level, le service. Hein. Donc du coup, ça va permettre de filtrer rapidement, donc sur l'environnement ou le service. Ça va aussi faciliter le monitoring multiservice. Hein. Donc du coup, si j'ai un service stock, un service product, un service recommandation, je vais pouvoir filtrer directement. Et ça va permettre à identifier les problèmes après un déploiement. Donc ça, c'est surtout la version. Et donc du coup, après, grâce à cette version, vous allez pouvoir dire, en fait, j'ai mis en prod la version 1.3.1, et en fait, cette version 1.3.1, elle a généré autant d'erreurs, et donc du coup, vous allez pouvoir plus facilement quantifier. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter du contexte métier. Alors, on va pouvoir rajouter les user ID, les transactions ID et les session ID. Alors, sur ça, il faut faire attention parce que vous rajoutez les données personnelles, ils sont toujours dans un coin de nos têtes. On est quand même soumis à l'RGPD. Alors, vous pouvez les stocker et dans certains outils, il est possible de les définir en tant que données sensibles. Et donc, du coup, c'est-à-dire que potentiellement, pas tout le monde de l'organisation peut voir ces logs-là. Et donc, du coup, alors, j'aurais pu en donner d'autres. Hein. Par exemple, vous allez pouvoir mettre le panier, savoir quel numéro de panier, le parcours. Vous pouvez donner une session anonyme en démarrant quand l'utilisateur arrive sur votre site et vous allez pouvoir analyser en fait avec cette session anonyme avec un UID généré. Vous allez pouvoir voir tout son parcours. Alors du coup, nous on l'avait déjà fait. Hein. C'est qu'on arrive à voir, il est arrivé sur notre site, il a consulté tel produit et il en a mis autant au panier et à la fin, il a demandé son achat avec autant. Mais ça, on peut le faire aussi de manière anonyme. Et donc du coup, ça va permettre aussi d'identifier les incidents. Donc, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, quand vous avez un utilisateur ou votre testeur simplement qui dit écoute, j'ai un bug à cet endroit-là, comment tu as reproduit là, il nous passe soit la requête HTTP avec la trace, et donc nous, on arrive vraiment à analyser et comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, du coup, là, on a collecté. De collecter, c'est bien, mais en fait, si on ne met pas d'alerte, ça ne servira à rien. Du coup, j'ai 3 piliers. Quels piliers pour choisir mon alerte? Du coup, les métriques, ça va être pour mesurer la performance globale du système, la consommation des ressources ou les erreurs fréquentes à un niveau global. Les traces, ça va être pour surveiller la performance des transactions au sein de votre service dans une architecture distribuée. Et les traces, alors, si vous utilisez le même... alors, si par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'exemple du prestataire de paiement. Si le prestataire de paiement, il a aussi un OpenTelemetry,
du coup, quand vous allez faire vos requêtes, vous allez directement envoyer le même ID. Et donc, du coup, lui, vous allez pouvoir aussi lui dire, écoute, moi, mon monitoring, il commence chez moi, je vois ça, ce qui se passe chez toi. Vous allez pouvoir lui passer cette information et lui, il va pouvoir retrouver aussi ses traces chez lui, si vous n'avez pas accès. Et les logs, pour des événements rares mais critiques et qui peuvent ne pas être détectés par les métriques. Alors, pas être détectés par les métriques, ça peut être... on se dit, comment ça se fait qu'ils ne sont pas détectés par les métriques? Et rappelez-vous, quand vous faites des try-catch, les try-catch, si vous catchez votre réponse 500, vous ne voyez pas vos métriques. Et donc, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est de mettre un log et pouvoir dire, attendez, j'ai dû venir patcher, catcher votre service parce qu'il ne répondait pas. On a déjà eu le coup, nous on avait mis un catch, on nous a dit écoutez, on ne comprend pas le problème. Et nous, avec ces logs, on est arrivé à sortir des métriques, on a dit attendez, on vous appelle une fois sur 5. Enfin, on vous appelle, vous avez des erreurs une fois sur 5 qu'on vous appelle. Donc du coup, ça n'hésitez pas aussi à mettre des alertes sur des logs d'API externes qui vous permettent de dire vous allez aller toquer chez le voisin, vous allez dire en fait, il y a un problème chez toi. Et là, vous sentez fort quand vous faites ça. Alors, du coup, quelles sont les erreurs à éviter? Du coup, ne pas tester ses configurations. Alors, voilà, c'est un peu comme son dev. Je vais mettre en place une alerte, mais mon alerte, est-ce qu'elle va se déclencher? Est-ce qu'elle ne va pas se déclencher? Et on pense être couvert, elle va se déclencher, mais si elle ne se déclenche pas, on la bat pas. Sur le déclenchement aussi, on va pouvoir tester les pages d'outils, donc du coup, c'est-à-dire les déclenchements d'astreinte, les war rooms, vous allez pouvoir déclencher pas mal de choses. Ne pas configurer des alertes non exploitables. Trop d'alertes tue l'alerte. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu alors moi j'ai déjà eu dans mes précédents projets, on se dit attends, donc du coup toutes les alertes vont tomber dans un Slack, et le Slack il clignote rouge. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le mute, puis personne regarde, et en fait, puis personne regarde, donc du coup, on perd carrément l'intérêt de cette observabilité. Donc, mettez peu d'alertes. Le conseil, c'était mettez peu d'alertes au début, mais concentrez-vous sur ce qui sonne. Et après, vous grandissez, vous allez grandir. Alors, du coup, je vous ai parlé de tester mes alertes. Alors, comment les tester? On a plusieurs choix. Par exemple, si je dis en fait mon alerte, je vais la déclencher à 90% de mon CPU, la solution de facilité, c'est de dire en fait je vais changer de 90% à 10%, et là c'est sûr qu'elle va sonner. Là on va être sûr qu'elle va sonner. Par contre c'est un peu ennuyant parce que faut changer les valeurs et vous n'allez pas tester dans votre valeur précise. Alors ajouter un defect dans le code, donc du coup c'est ce que j'ai déjà vu, c'est qu'on rajoute un header, qu'on lui dit attends, tu vas rajouter de la latence, ou si je rajoute un header, tu vas dans mon requête HTTP, tu vas throw une erreur. En fait, ça, vous rajoutez un defect dans le code, donc risque de crash, et potentiellement, si quelqu'un découvre votre faille sur un header potentiel, il peut faire crouler votre système en quelques instants, et donc du coup déclencher de fausses alertes, des SMS et tout. Et sinon, on peut aussi simuler des métriques via API sur un environnement spécifique. Donc là, je ne vais pas le détailler, ça va être dans la prochaine partie, donc comment faire pour déclencher ces alertes. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de committons ensemble. Alors rassurez-vous, ceux qui sont pas très, très techniques, je vais rester assez soft. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais pas aller dans toutes les explications de code. Je vous propose, je vous partage le GitHub à la fin, donc n'hésitez pas, et je reste aussi à votre disposition pour en parler du code. Alors, du coup, comme je suis resté dans mon élément, j'ai pris un exemple retail, avec un site qui a des produits et des stocks. J'ai même rajouté hier soir un petit module recommandation pour la démo. Donc du coup, je vais avoir mes services, donc je suis en microservice, donc j'ai choisi du Nest.js en JavaScript, et dedans, à chaque fois, il va y avoir un OpenTelemetry qui va permettre d'envoyer toutes mes traces, mes logs et mes métriques à l'OpenTelemetry Collector. Et j'ai choisi Datadog pour des raisons de simplicité pour la démo. Oh, mince. Du coup, on va venir dans le projet. Hop. Alors, du coup, sur le projet, je vous explique rapidement. Alors, le but, c'est pas de montrer mon code, c'est de vous montrer. L'objectif de cette démo, c'est de vous montrer qu'on peut le mettre en place facilement en quelques étapes. C'est simplement cet objectif de la démo. Du coup, hop.
Dans mon service, je suis venu configurer le SDK OpenTelemetry. Donc on est sur 45 lignes à peu près. Je viens instancier le SDK OpenTelemetry. Alors là, j'aurais pu le variabiliser, j'aurais pu le mettre dans une lib, mais le but c'est de faire une démo et c'est pas de mettre beaucoup d'abstraits. Mais en gros, je viens définir mon service name où doivent être exportées mes traces. Donc là, on est sur l'implémentation du SDK dans le code. Alors, tout à l'heure, je vous parlais qu'il fallait mettre en place des logs au format JSON. Donc du coup, sur Nest.js, là, je l'ai fait dans mon main.ts. Donc là, j'utilise un outil qui s'appelle Winston. Donc du coup, je vais lui dire que en fait, je veux le timestamp, transformer le format de mes logs en JSON, mais également, en fait, là, je suis venu lui dire, je vais venir associer des logs à des traces. Donc du coup, pour pouvoir retrouver plus facilement le retrouver plus facilement dans mon produit final. Alors là, je suis dans un exemple. Mince, je vais peut-être quitter ça. Hop, je vais le diminuer. Là, j'ai pas de. Là, pour cette démo, alors dans votre organisation, vous allez peut-être avoir un OpenTelemetry dans votre organisation. Bien souvent, c'est fourni par les ops, par une architecture. Si vous l'avez pas, en fait, moi, ce que j'ai fait là, c'est que clairement, j'ai mis un Docker qui tourne avec une configuration avec un Docker, l'image de OpenTelemetry et la configuration qui va bien. Du coup, dans ce que vous pourrez retrouver, c'est que en fait, dans mes services, je vais lui dire que mes traces veulent être redirigées vers Datadog, mes métriques vers Datadog et mes logs en fait, vers Datadog. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire comme au Flunch, vous pouvez choisir je vais prendre un peu de ça ou un peu de ça. Vous êtes vraiment complètement libre. Alors, du coup, là, oh mince, ça a pété. Du coup, depuis tout à l'heure, vous avez vu les requêtes qui tournent, je cible du trafic sur mon petit POC. Donc du coup, là, on peut voir que je retrouve bien mes trois services, donc mon product service, mes recommandations service, et que tout est remonté automatiquement, simplement avec le code que j'avais fait. Donc là, on retrouve les métriques. Donc là, c'est le nombre d'appels à mon serveur. Vous allez pouvoir aussi retrouver vos logs, si la connexion le veut bien. Ça arrive. Donc du coup, on retrouve tous mes logs de mes services. Je peux aussi filtrer par service, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, je peux voir que mes produits services. Ouais, je crois qu'il doit y avoir beaucoup de monde en 4G. Donc du coup, là, je peux retrouver que mes produits services. Je peux aussi retrouver mes warnings, mes différents warnings au sein de mon projet. Et donc du coup, là, j'ai mes métriques, mes logs. Ce qui me manque, ce sont les traces. Et donc du coup, là, je vais pouvoir retrouver toutes mes traces. Alors là, du coup, je vais vous montrer un exemple de trace. Donc comment j'arrive à la retrouver. Donc là, on peut voir que l'observabilité, ça vous permet aussi à un développeur qui arrive dans votre équipe de comprendre un peu le fonctionnement sans aller dans le code. Donc là, on peut voir que je ne vous ai pas montré le code. On peut voir que mon API product appelle le service de stock et en même temps appelle les recommandations. Et donc du coup, vous allez pouvoir avoir le détail de ce qui se passe à chaque fois. Donc vous allez pouvoir voir le temps de réponse de l'API stock, le temps de réponse de l'API recommandation. Alors là, elles sont chez moi, mais demain, potentiellement, elles peuvent être ailleurs et vous allez avoir aussi ces informations. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir que par exemple, là, mon service m'a répondu en 16,5 millisecondes. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, à cette trace, par exemple, cette trace aurait une erreur. Et du coup, je peux facilement identifier tous les logs liés à ça. Donc là, c'est juste des logs info parce que j'ai pas d'erreur. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de simuler une erreur. Donc du coup, j'ai mis un script. Donc du coup, qui m'a bien géré une erreur 500. Donc du coup, ça va apparaître dans mon code.
Elle devrait arriver normalement. Et donc du coup, on peut voir que là, donc moi j'ai mis volontairement un defect pour vous montrer dans le code que ça allait fail. Et donc du coup, là, je peux voir que mon service, mon API /product/ID m'a renvoyé une erreur 500. Je vais vite fait dans les traces. Je peux voir que mon appel sur les recommandations s'est bien passé. Par contre, sur les stocks, j'ai une erreur. Quand je vais voir les détails de l'erreur, sur les logs plus principalement, et donc du coup, je peux voir ces logs associés, et donc du coup, je vais avoir un invalide stock. Donc du coup, en fait, moi, je suis venu throw une erreur, je suis venu faire, quand j'appelle le produit /20, je suis venu faire une erreur. Alors du coup, ça là, donc du coup, j'ai tout collecté, et ce que je vais avoir, c'est tout à l'heure, on parlait, donc là, c'est bien, je peux voir je peux voir précisément ce qui se passe, mais aussi je veux voir l'état de santé de mon service. Donc du coup, moi j'ai mis en place un dashboard. Hop. Du coup, j'ai créé un dashboard spécifique pour Ordo Agile. Si je vais bien s'afficher. Et donc du coup, on peut voir que là, en fait, mes disponibilités. Donc en fait, ça se met automatiquement. Alors comment j'ai fait? Je suis allé sur mes traces. Et donc je l'avais fait pour le product service. Là, j'ai fait ça. Je vais sur mon service. Hop. C'était pas lui. Je sais plus où. Ils ont changé l'interface, je sais plus où est le bouton. Euh, Go to service page. Et donc du coup, là j'ai un petit bouton qui s'appelle New Availability SLO. Donc du coup, je peux créer directement. Donc mon service est remonté et je peux lui dire que je viens créer un taux de disponibilité sur mon service. Et donc du coup là, il remplit. Lui, il fait. Alors on dirait pas qu'il y a de l'IA, mais il le pré-remplit automatiquement et il vous permet de dire en fait vous allez créer la SLO associée à votre service. Et donc du coup là, on peut voir que sur mon recommandation service, j'ai une LCLO de 100%. Donc du coup, dans cette démo, ce que je vais vous montrer, c'est surtout, regardez, c'est très facile de dire en fait mes CLO, je les ai directement dès le début de l'application. Sans parler de code, dès que j'ai un nouveau service, je peux directement dire en fait j'ai un nouveau service et je peux avoir son observabilité. Alors tout à l'heure, je vous parle de métriques, mais les métriques, donc du coup, celles qui nous viennent à l'esprit, c'est des métriques métiers. Mais demain, on peut rajouter, enfin, des métriques techniques, CPU, latence, des termes très, très, très techniques. Mais demain aussi, les métriques peuvent nous servir aussi pour le fonctionnel. Alors, je me suis amusé à mettre. Alors, c'était un exemple que j'ai eu dans un grand nom du retail. On arrive, on me dit, Aymeric, les ventes, elles baissent. On ne comprend pas pourquoi. De toute façon, on ne comprend jamais pourquoi, en fait, sur l'application, on n'a jamais de stock. Alors, le service stock, il n'est pas géré par nous. C'est une API tierce, et on ne comprend pas. Alors, du coup, la réponse, c'était, il faut quantifier. Donc, c'est tout le temps, la question, c'est pouvoir quantifier, mesurer. Et donc, du coup, rien qu'avec votre observabilité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir, donc là, j'ai créé un dashboard stock. Et donc du coup, vous allez pouvoir dire, en fait, dans les 7 derniers jours, donc là ça tourne sur
sur mon PC en local, donc je simule des appels, hein. Mais par exemple, vous allez pouvoir faire des graphes pour dire, mais en fait, ben, les produits les plus consultés sur l'app, donc là c'est le produit 5 et le produit 12, et ben en fait, on n'a jamais de stock. Vous avez 257 produits qui ont été consultés sans stock. Alors là, j'ai mis 20 produits, on simule des appels, mais potentiellement demain, en fait, vous allez pouvoir rajouter énormément de choses et vous allez pouvoir, avec ces métriques, au plus vous allez mettre de logs et vous êtes plus précis, et ben vous allez pouvoir dire, mais en fait, le mesurer facilement. Et donc, allez voir les autres équipes, vous dites, en fait, le CA baisse, c'est normal, en fait, je peux rien mettre au panier parce qu'il n'y a jamais de stock. Et donc, du coup, ça se repose plus chez vous. Du coup, on va parler des alertes, hein. Donc, du coup, les métriques, c'est fini. On va parler des alertes. Donc, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je mesure, mais si je mesure, c'est pour surveiller aussi. Donc, du coup, j'ai créé une alerte. Donc là, je peux retrouver, j'ai créé des alertes sur les logs. Donc, du coup, j'ai une première alerte sur les logs. Donc là, en fait, tout est vert depuis tout à l'heure. Alors, du coup, comment tester que cette alerte elle va se déclencher? Alors, Datadog nous met à disposition une API qui permet d'envoyer des métriques ou de simuler des logs. Et ça, je vais pouvoir le faire sur un environnement spécifique. C'est-à-dire que demain, je peux créer mes alertes sur l'environnement de SIT, UAT ou de pré-prod et faire ces tests-là en automatique sur ces environnements-là. Et derrière, j'aurais dit, en fait, sur ma pré-prod, je ne déclenche pas de pagure d'UTIL, je ne déclenche pas d'astreinte. Et donc, du coup, si je retourne dans mon code, j'ai généré des scripts qui permettent... donc là, je vais... donc là, j'appelle mon script. Donc comme vous pouvez voir, en fait, il appelle l'API Datadog, hein, donc du coup je suis resté très précis. Je vais boucler et je vais lui envoyer des messages qui vont simuler des logs erreurs. Là j'en génère 100. Hop. Alors ça, là moi je le fais de façon manuelle, rien n'empêche que demain vous pouvez l'automatiser, vous pouvez le mettre dans une GitHub Action et dire en fait tous les débuts de mois ou à chaque release je vais tester en fait si mes logs, si mes alertes se déclenchent bien ou à des événements précis. Donc du coup là j'ai déclenché mes logs, donc du coup la première réflexe c'est d'aller voir en fait je vois bien que mes logs sur les recommandations au service ils arrivent bien. Et donc du coup, mon réflexe c'est de dire d'aller voir en fait, est-ce que mon alerte s'est déclenchée. Alors du coup, je vais aller voir mon alerte dans mon dashboard. C'était pas là. Et en fait, l'alerte s'est pas déclenchée. Alors ça, c'est normal, c'est parce que en fait quand j'ai configuré l'alerte, lui, Datadog, il vient toutes les 5 minutes, il fait le check toutes les 5 minutes. Et vous ne pouvez pas descendre en dessous de ça. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer la démo et on revient dans 5 minutes voir si ça s'est déclenché. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette démo, l'implémentation Datadog, n'hésitez surtout pas à la fin. Je vous partage le GitHub à la fin et puis je reste vraiment à votre disposition. Alors, quand j'ai créé ce talk, ça encore actuellement, quand on était influenceur, c'était pas vraiment le métier à la mode. Et donc du coup, Datadog ne me paye pas pour faire cette démo. Je précise bien qu'en fait, je l'ai fait pour des convictions personnelles et pour la simplicité de la démo. Mais du coup, si vous voulez faire vous-même, vous avez plein d'autres outils qui sont à votre disposition et surtout des outils open source, hein, parce que Datadog c'est payant. Et donc du coup, vous avez des outils comme Prometheus, Loki. Jagger ou OpenTelemetry qui va permettre pour la collecte et Grafana pour le dashboard. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a 50 outils qui font un peu des choses différentes et donc du coup il existe des solutions open source qui vous permettent de les héberger aussi via, de les avoir sur votre poste via une image Docker et donc du coup qui va faire un peu comme Datadog, toute une solution en une directement en fait sur votre poste. Alors, du coup, là, on a vu que c'était quand même très facile de mettre en place une observabilité et que on pouvait
que l'observabilité dès le début du projet, ça ne me prend pas énormément de temps, hein. Un SDK à mettre, un formatting de log, si on en a parlé ensemble, et faire une connexion avec mon Datadog et je vois que ça fonctionne. Mais du coup, l'observabilité, qu'est-ce qu'on en fait après le premier commit? Alors du coup, l'observabilité, c'est surtout un processus cyclique. C'est-à-dire que c'est surveiller, analyser, optimiser. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez rajouter une nouvelle feature, vous allez dégrader vos performances, vous allez changer d'API, vous allez dégrader vos performances. C'est un travail du quotidien. Et si on cherche un processus cyclique dans le développement logiciel, développement projet, ce qui se rapproche le plus, c'est le sprint. Donc du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas amener une culture de l'observabilité, surtout de sprint en sprint? Alors là, je vous ai mis des exemples, hein, mais aussi, donc du coup, l'agilité, c'est aussi l'adapter à ses équipes et l'adapter à son besoin. Donc du coup, là, moi, j'avais mis des exemples qu'on avait trouvés ensemble, hein, avec mes collègues. C'est, par exemple, quand on va créer une feature, on va se dire, attends, je vais mettre en place, par exemple, une carte cadeau pour pouvoir offrir un bon d'achat ou des bons de réduction. En fait, quelles alertes vont être pertinentes, quelles alertes vont être pertinentes dès la conception. Alors dès la conception, bien souvent, on va plus penser à attends, le graphique, attends, il y a un pixel en trop, le schéma de la BDD, mais en fait derrière, est-ce que quel doit être le taux de disponibilité de mon service? Vous allez aussi pouvoir planifier, mettre en place les nouveaux dashboards. Donc tout à l'heure, je vous ai mis, par exemple, vous allez peut-être avoir un dashboard global sur les SLI globaux des services de votre application, mais je mets une nouvelle feature, est-ce que je ne veux pas lui créer un dashboard spécifique, comme pour mes stocks? Ça va permettre aussi, il faut se poser cette question-là en avance. Pendant le sprint, du coup, on parle tout le temps d'amélioration continue, donc il va falloir améliorer la qualité de l'existant. C'est-à-dire que si on s'est rendu compte qu'il y avait quelques erreurs ou qu'il manquait des choses, il ne faut surtout pas les retarder et les mettre comme les tickets techniques quand on a le temps. Il faut arriver à les prioriser de sprint en sprint. Du coup, on va créer les dashboards et les différentes alertes qu'on aura préparées avant le sprint. Et après le sprint, on peut avoir, le mieux c'est quand même de le faire, une présentation à l'équipe des nouveaux dashboards, hein. Vous n'êtes pas indispensable à l'équipe, vous pouvez vous casser une jambe, demain, en fait, c'est bien que toute l'équipe ait la connaissance dessus sur les différents dashboards et les alertes. Alors, un petit point d'attention sur les alertes, hein, parce que quand vous mettez en place des systèmes d'astreinte, vous créez une nouvelle alerte, le collègue se fait déclencher, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait rien, il ne sait pas, elle va se déclencher et le lundi matin, quand vous allez revenir, il va être un peu chonchon. Prévoir un temps d'analyse des dernières features. Pareil, quand j'ai mis ma feature en prod, c'est pas parce que je la pousse que derrière, que je la mets en prod que tout est fini, hein. Il faut surtout analyser est-ce que ma feature tourne bien, est-ce que j'ai pas d'erreur, est-ce que mon SLI est bon, est-ce que mon SLO est bon, et est-ce que j'ai des améliorations à faire. C'est pareil, et donc du coup, on peut ramener d'autres process, hein. Donc du coup, par exemple, un post-mortem avec un focus sur l'observabilité, hein. Qu'est-ce qui nous a aidé? Qu'est-ce qui était bon dans notre diagnostic? Qu'est-ce que l'observabilité nous a aidé à identifier facilement? Quelles informations nous ont manqué? Est-ce que j'ai dû aller dans le code en dur, aller analyser des choses ou j'ai dû le reproduire sur mon poste, hein. Donc du coup, c'est peut-être des logs qui manquent. Voilà. Et comment améliorer cette détection? C'est-à-dire que si le bug il est apparu, qu'il est apparu trop fort, pourquoi je ne l'ai pas détecté avant? Pourquoi je ne l'ai pas détecté au début de la feature? Et voilà. C'est des exemples, hein. Par exemple un dashboard grooming, hein. C'est un peu comme les alertes. Si j'ai trop de dashboards, en gros, si j'ai un dashboard qui mesure une feature qui n'est plus en prod ou qu'on a annulé, il faut supprimer. Un peu de ménage de printemps, ça fait du bien. La standardisation des visualisations, hein, parce que c'est un peu comme tout le monde, hein. Dès qu'il y a un peu d'UX et de paramétrage, tout le monde y met sa petite patte. Et donc du coup, essayer peut-être de trouver des standards sur dire si on découpe un dashboard par feature, c'est pouvoir dire en quelles métriques on veut analyser et les mettre à peu près aux mêmes endroits pour que la compréhension du dashboard soit plus facile. Et une observabilité review, par exemple, la priorisation des améliorations, hein, et la review de la qualité des dashboards. Alors, du coup, ce que je vous propose, voilà, l'effet démo, je ne l'ai pas eu. Du coup, on voit bien que tout à l'heure, en fait, j'ai bien eu une alerte sur mes logs qui s'est déclenchée. Hop. Alors, on arrive à la fin de ce talk. On va passer aux questions. Alors, n'hésitez pas à mettre... alors,
parce qu'on est en amélioration continue également. Et donc du coup, vos retours me feront du bien et, par la suite. Et c'est vraiment, j'en suis vraiment très preneur. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous avez mes coordonnées. Je remercie également UNUP qui m'ont permis de Clestol qui nous donne l'opportunité d'en réaliser d'autres. D'ailleurs, si vous voulez aller, on a un blog qui est pas mal avec plein d'autres talks qui sont fournis par UNUP. Et également, je voudrais remercier l'organisation. On sait que c'est pas facile tous les jours de pouvoir avoir des sponsors. Et donc, du coup, on remercie aussi les sponsors qui nous permettent d'être là et qui permettent de nous faire des événements tech en physique.